des notions importantes. Donc ça, c'est la première partie. Donc je dis, on va entamer aujourd'hui la première partie. Également la deuxième partie, on l'entamera aujourd'hui et on la terminera demain. Donc on verra l'introduction, des notions importantes, organisation du système endocrinien, classification des hormones, métabolisme des hormones et les mécanismes de régulation. Donc en introduction, les cellules doivent communiquer entre elles afin de pouvoir proliférer, se différencier, migrer et conserver un état fonctionnel. Pour la communication entre cellules, elle permet la mise en place de fonctions coordonnées entre cellules et ou entre les tissus jusqu'au niveau de l'organisme. Donc, c'est-à-dire l'endocrinologie, en quelque sorte, on va étudier un système de communication. Donc, il y a deux systèmes de communication dans notre organisme. Il y a le système nerveux et il y a le système endocrinien. Le système nerveux, c'est-à-dire les points de différence entre les deux, c'est que le système nerveux, donc c'est-à-dire il y a un influx nerveux, il y a une transmission d'un influx nerveux qui sont considérés comme des signaux électriques à travers, on va dire, un type de cellules appelées les neurones. Par contre, le système endocrinien, c'est une sécrétion de substances chimiques appelées les hormones dans le sang. Donc il y a une libération de ces substances chimiques dans la circulation sanguine. Le deuxième point de différence entre les deux systèmes de communication, c'est que pour le système nerveux, l'effet est immédiat. Donc dès que vous avez la libération de votre neurotransmetteur, l'effet est immédiat. Et par contre, il est bref et localisé, contrairement c'est-à-dire au système endocrinien. L'action, c'est vrai, elle est lente, parce que parfois, elle peut durer quelques secondes, parfois quelques minutes, et parfois la réponse, c'est-à-dire elle est obtenue après quelques jours. C'est pour ça que j'ai dit l'action, elle est lente et elle est généralisée. Donc vous allez voir, une hormone, elle peut stimuler, ou bien elle peut stimuler plusieurs organes. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul organe ou bien un seul tissu, mais une seule hormone, elle peut agir sur plusieurs tissus. Voilà, donc ça c'est les deux systèmes qu'ils soient endocriniens ou bien nerveux, interagissent l'un sur l'autre et coordonnent les fonctions de tous les systèmes de notre organisme. Commençons par quelques notions importantes. Donc on va voir les différentes, c'est-à-dire les différents médiateurs, on va dire. On va voir les hormones, qu'est-ce que c'est une hormone, qu'est-ce que c'est un neurotransmetteur, qu'est-ce que c'est une cytokine et qu'est-ce que c'est un facteur de croissance. Donc une hormone, c'est-à-dire du grec, ça veut dire exciter ou bien stimuler. La définition d'une hormone, c'est une substance chimique élaborée par une cellule qui sera transportée ou elle agit spécifiquement sur une autre cellule. C'est-à-dire, vous avez une cellule, on va voir cette cellule, elle va libérer cette substance chimique. Ensuite, il y aura la phase de transport de cette substance chimique ou bien de cette hormone. Ensuite, cette hormone, elle agit sur une autre cellule. Donc, et justement, l'interaction avec cette cellule réceptrice, elle s'effectue par l'intermédiaire d'un récepteur. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on va voir, c'est-à-dire dans les voies de signalisation, les différents types de récepteurs, c'est-à-dire des différentes hormones, qui la reconnaît, modulant ainsi leur fonction. Elle est active à une faible concentration de l'ordre de nanomoles ou bien de picomoles. D'ailleurs, c'est-à-dire les hormones, c'est-à-dire les différentes hormones qu'on dose, c'est-à-dire au niveau de laboratoire de biochimie, c'est-à-dire leurs concentrations sont de l'ordre de nanomoles, parfois de nanogrammes, ou bien de picogrammes. Vraiment, c'est des quantités infimes de ces protéines, parce que c'est un type de protéine. Voilà, donc vous avez une cellule émettrice, une cellule qui va sécréter cette hormone. L'hormone, ensuite, elle sera transportée normalement par la circulation sanguine. Ensuite, elle va agir sur une cellule cible, ou ce qu'on appelle la cellule réceptrice. Obligatoirement, cette cellule réceptrice, elle a un récepteur qui reconnaît spécifiquement c'est-à-dire cette hormone. Donc, c'est pour ça, pour chaque hormone, elle a son propre récepteur. Voilà. Et après, c'est-à-dire la fixation de l'hormone sur son récepteur, il y aura une cascade de signalisation, donc on va voir, et à la fin, on aura notre réponse
qui est par exemple la stimulation, l'augmentation de la glycémie, ça dépend, c'est-à-dire chaque hormone, qu'est-ce qu'elle aime. Voilà, donc là c'est un autre schéma. Donc vous avez une hormone qui est synthétisée par donc, une cellule, c'est-à-dire une cellule. Elle est transportée par la circulation sanguine. Ensuite, elle va être fixée par une cellule cible qui a obligatoirement un récepteur spécifique de telle ou telle hormone. Voilà. Donc là, c'était la première, on va dire, le premier médiateur qui sont les hormones. Également, vous avez les neurotransmetteurs. Donc là, c'est les objectifs de votre programme. Je suis obligée de suivre les objectifs fixés par votre programme. Donc, maintenant, quels sont les neurotransmetteurs? Les neurotransmetteurs ou bien les neuromédiateurs, donc c'est une molécule également chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Donc là, vous avez une synapse, donc là vous avez des neurones qui sont responsables de la libération de substances chimiques et après l'action, elle s'effectue donc sur par exemple un autre neurone avec des récepteurs spécifiques de ces médiateurs. Donc là vous voyez que pour les neurotransmetteurs, l'action elle est localisée, c'est-à-dire elle reste locale au niveau du système nerveux. Donc là, vous avez qui assure la transmission de messages d'un neurone à l'autre au niveau des synapses. Donc exemple de neurotransmetteurs, vous avez l'acétylcholine, vous avez l'adrénaline. Quoique l'adrénaline, elle est considérée comme une neurohormone et elle est considérée comme un neurotransmetteur. Maintenant, donc, quels sont les facteurs de croissance et les cytokines? Un facteur de croissance, c'est une substance nécessaire à la croissance, nécessaire à la prolifération, nécessaire également à la différenciation cellulaire, dont la majorité agissent comme des médiateurs locaux. Donc là, si on prend le cas de l'érythropoïétine, l'érythropoïétine, c'est un facteur de croissance de la lignée rouge. Donc il favorise la prolifération, la différenciation des cellules précurseurs de globules rouges. Donc là, vous avez une cellule souche de la lignée rouge qui se transforme jusqu'à l'arrivée des érythrocytes. Donc, tous ces facteurs, toutes ces étapes de prolifération et de différenciation s'effectuent sous l'action d'un facteur de croissance qui est l'érythropoïétine. C'est-à-dire un facteur de croissance, il a un rôle bien particulier, c'est la prolifération et la différenciation. Vous avez également un autre facteur de croissance, c'est l'IGF-1. Donc ça, c'est le facteur de croissance IGF-1, appelé Insulin-like Growth Factor. C'est un facteur de croissance, mais qu'on dose au niveau de notre laboratoire de biochimie. Il stimule le métabolisme cellulaire, la prolifération des cellules en combinaison avec d'autres facteurs de croissance. Donc il est appelé, c'est vrai que c'est un facteur de croissance, donc il stimule la prolifération des cellules, surtout musculaires. Et pour ce facteur, il a une action qui est similaire à l'insuline. Donc j'ai donné l'exemple parce qu'il a une action non seulement similaire, et en plus de ça, son récepteur, il est presque identique à celui de l'insuline. Par contre, les cytokines sont des molécules du système immunitaire qui jouent un rôle messager semblable au rôle des hormones, sauf qu'elles sont synthétisées par des cellules immunitaires, donc synthétisées par les lymphocytes ou bien les macrophages en réponse à des antigènes, donc des molécules reconnues comme étrangères pour réguler l'activité des autres cellules immunitaires. Donc une cytokine c'est quoi? C'est une substance également chimique, sauf qu'elle est libérée par des cellules, un type particulier de cellules qui sont les cellules immunitaires. Vous avez les macrophages et les lymphocytes suite à une stimulation antigène. Voilà, donc là c'était les différents médiateurs chimiques libérés par notre organisme. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant aux différents modes de communication. Donc, pour les modes de communication, vous avez plusieurs modes. Donc, vous avez le mode endocrine, vous avez le mode paracrine et autocrine. Donc, pour le mode endocrine, donc ça c'est le mode des différentes hormones qu'on va étudier. C'est que suite à un stimulus, c'est-à-dire un stimulus ou bien quelque chose qui va stimuler cette sécrétion d'hormones, l'hormone elle sera sécrétée par la glande endocrine et elle sera
obligatoirement déverser dans la circulation sanguine. Voilà. Donc, et ensuite, elle va exercer son effet à distance. Donc là, je prends l'exemple, par exemple, de la T4. La T4, une hormone synthétisée par la glande thyroïde. Elle est synthétisée par la glande thyroïde, elle doit être déversée dans la circulation sanguine. Ensuite, elle va agir sur plusieurs tissus. Elle va agir sur le muscle, elle va agir par exemple sur le métabolisme énergétique, sur le métabolisme des glucides, sur le métabolisme des lipides, etc. Elle peut également agir sur, c'est-à-dire sur le métabolisme, on va dire, c'est-à-dire de notre température, etc. Donc la thyroïde, ou bien cette hormone thyroïdienne, c'est vrai qu'elle est synthétisée par la glande thyroïde, libérée dans la circulation, mais ensuite, elle va exercer sa réponse sur plusieurs tissus, ou bien parfois sur plusieurs organes. Est-ce que c'est clair? Voilà. Par contre, le mode paracrine ou autocrine, donc là c'est surtout le mode des facteurs de croissance ou bien des cytokines. Donc là vous avez, c'est-à-dire certaines hormones locales agissent selon un mode paracrine ou autocrine. Elle est sécrétée localement, puis elle agit soit sur des cellules voisines, soit sur la cellule elle-même, c'est-à-dire la cellule qui sécrète c'est-à-dire la substance chimique. Quoique certains hormones agissent selon ce mode autocrine, vous avez les prostaglandines, donc également vous avez les cytokines, et même certains facteurs de croissance agissent de cette façon-là. Maintenant, il y a le système, ou bien la sécrétion neuroendocrine, ça c'est le cas de l'adrénaline. L'adrénaline, parfois elle est neurotransmetteur, parfois c'est une neurohormone. C'est-à-dire, parfois elle est libérée par la neurone, c'est-à-dire et elle va agir sur c'est-à-dire la neurone du synapse. Par contre, il y a dans certaines situations où votre hormone, elle est libérée par un neurotransmetteur, elle sera déversée dans la circulation sanguine et elle va agir sur une autre cellule cible. Donc là, c'est le cas surtout des catécholamines. Donc vous avez l'adrénaline et la noradrénaline, donc agissent sur le système, c'est-à-dire agissent de façon comme étant plutôt un neurotransmetteur, mais agissent également comme neurohormone. Voilà. Donc là, c'est l'explication des neurotransmetteurs. Les nerfs transmettent l'information par l'intermédiaire d'un courant électrique tout au long de l'axone provenant du corps cellulaire vers la termination de l'axone. Ensuite, donc, l'information électrique elle sera transformée en une information chimique. Donc, le médiateur chimique, il est synthétisé dans le corps cellulaire et acheminé dans des vésicules de stockage tout au long de l'axone. Et ensuite, il sera libéré dans la circulation sanguine. Donc là, c'est le cas des catécholamines. Voilà. Donc là, c'était les différents systèmes, on va dire des systèmes endocriniens. Maintenant, on passe au récepteur. Qu'est-ce que c'est un récepteur? Donc un récepteur, c'est une molécule qui est spécialisée dans la reconnaissance des signaux. Donc là, toujours on a l'impression qu'un récepteur, il est extracellulaire, mais sachez qu'il y a deux types de récepteurs. Il y a des récepteurs qui sont exprimés à la surface d'une cellule et il y a des récepteurs qui sont intracellulaires. Donc vous avez un récepteur qui peut être soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la cellule. Ils sont spécifiques du signal et ne reconnaissent que le signal pour lequel ils sont présents. La liaison du ligand, le ligand c'est votre hormone dans ce cas-là, donc elle va modifier la structure du récepteur. C'est-à-dire, une fois l'hormone est fixée, il y aura un changement de conformation et donc il y aura l'effet par la suite. Quelles sont les caractéristiques du complexe ligand-récepteur? Donc, chaque récepteur doit être spécifique de son ligand. Il doit avoir une grande affinité. Il a une certaine saturabilité, c'est-à-dire il peut fixer un nombre bien fixe de ligands. Et également, il y a la réversibilité. La réversibilité, c'est-à-dire une fois l'effet est fait, une fois l'effet ou bien la réponse est obtenue, c'est-à-dire le récepteur, il peut libérer ce ligand. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une réversibilité de liaison. Voilà. Donc là, c'était
les principales notions que vous devez connaître. Donc vous avez une hormone, donc pour votre, c'est-à-dire ce qui est important pour le reste des axes qu'on va étudier. Donc une hormone, c'est quoi? C'est une substance chimique libérée par une glande. Elle doit être déversée dans la circulation sanguine et elle va exercer son effet, on va dire, à distance sur des cellules cibles. Ces cellules cibles ont des récepteurs spécifiques de ce ligand ou bien de cette hormone. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va voir l'organisation du système endocrinien, c'est-à-dire les différents axes que vous allez étudier. Donc, vous avez les différentes glandes endocrines à gauche et les principales hormones qui sont sécrétées par ces glandes endocrines. Donc, vous avez, il manque l'hypothalamus, donc vous avez l'hypothalamus, vous avez l'hypophyse. L'hypophyse, par exemple, il sécrète la CTH, la GH, l'FSH-LH, la prolactine, la PSH, l'ocytocine et la vasopressine. Vous avez également comme deuxième glande, ou bien comme troisième glande, vous avez la glande thyroïde. La glande thyroïde, qu'est-ce qu'elle synthétise? La T3, la T4 et la calcitonine aussi. La calcitonine, la T3, la T4 fait partie de l'axe thyroïde. Par contre, la calcitonine, elle fait partie du métabolisme phosphocalcique. C'est une hormone de régulation du métabolisme phosphocalcique. Vous avez la parathyroïde, qui libère la PTH. Vous avez la corticosurrénale, donc cette petite glande qui chapeaute le rein. La corticosurrénale, donc elle libère le cortisol, vous avez l'aldostérone et vous avez un androgène qui est le DHEA. Vous avez également la médulosurrénale, c'est-à-dire vous avez la surrénale avec sa partie corticale et médulaire qui libère les catécholamines qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Vous avez une autre glande qui est le pancréas. Le pancréas libère l'insuline, le glucagon et la somatostatine. Ensuite, vous avez les gonades qui sont les ovaires chez la femme, donc responsables de la libération de l'œstradiol et de la progestérone. Et chez l'homme, vous avez les testicules qui libèrent de la testostérone et en petite partie, une petite quantité des androgènes. Et également, donc il ne faut pas oublier que le placenta chez la femme enceinte, c'est une glande endocrine et elle libère, donc vous avez les différentes, c'est-à-dire stéroïdes tels que l'estradiol, le progestérone, etc. En plus de ça, elle libère une hormone qui est très, c'est-à-dire spécifique du placenta, c'est la bêta-HCG, bien l'HCG. Donc là, c'est juste un petit exemple. Vous avez la surrénale. Donc j'ai dit cette petite glande qui chapeaute nos reins. Donc avec sa partie corticale et sa partie médulaire. Donc sa partie médulaire, elle libère un type bien particulier qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Par contre, s'il vous plaît, la partie corticale, elle libère des hormones stéroïdes. Donc vous avez les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et les androgènes. Donc pourquoi j'ai cité cet exemple? Pour vous dire que c'est une glande, elle peut synthétiser deux types, parfois plusieurs types différents. Donc là je parle du point de vue chimique, c'est-à-dire les catécholamines c'est un type d'hormone et les corticoïdes c'est un autre type d'hormone. Voilà. S'il vous plaît. Donc vous avez autres également structures qui peuvent libérer des hormones. Donc vous avez l'hypothalamus, donc j'ai cité l'hypothalamus, vous avez le cœur qui peut libérer le facteur natriurétique qui a un effet en quelque sorte, c'est comme une hormone. Donc vous avez également le rein qui sont, parce que certains ouvrages, vous trouvez que certains les classent comme facteur de croissance, d'autres les classent comme, c'est-à-dire comme hormone. Est-ce que c'est clair? Et vous avez également, par le tractus gastro-intestinal, vous avez la somatostatine et la GLP. Voilà. Maintenant, donc là, vous voyez un schéma. Donc, lorsque vous voyez sur ce schéma, donc il y a 3 niveaux. C'est ce qu'on va étudier pour chaque axe. Plutôt. Donc, vous avez l'axe hypothalamique, il y a l'axe hypophysaire et vous avez ensuite l'axe périphérique, on va dire, où vous avez les différentes glandes. Donc l'axe, parce que ça c'est important pour les différents systèmes de régulation toujours. Donc lorsqu'on parle par exemple je vais prendre l'axe stéréotrope. L'axe stéréotrope c'est l'axe
c'est-à-dire de la synthèse, on va dire, des hormones thyroïdiennes. Donc vous avez trois niveaux. Au niveau hypothalamique, vous avez une hormone qui est appelée la TRH, qui stimule l'hypophyse, ou plus particulièrement l'antéhypophyse, pour libérer une hormone hypophysaire qui est la TSH. Ensuite, la TSH, elle va stimuler une glande périphérique qui est la glande thyroïde, et c'est la glande thyroïde qui va libérer les hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est-à-dire on va étudier, c'est comme ça qu'on va étudier. On a toujours le niveau hypothalamique, le niveau hypophysaire et le niveau périphérique, quoique pour certaines hormones, il n'y a pas vraiment de niveau périphérique. Ça s'arrête au niveau hypothalamique et hypophysaire. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, par exemple, quand je vous dis les hormones thyroïdiennes, la TSH en réalité, c'est une hormone de régulation, c'est vrai, mais ce n'est pas une hormone thyroïdienne, c'est une hormone hypophysaire. Les hormones thyroïdiennes, c'est la T3 et la T4. Est-ce que c'est clair? Donc, la même chose si on prend, par exemple, le deuxième cas, c'est l'axe, s'il vous plaît, l'axe corticotrope. Donc, l'axe corticotrope, au niveau de l'hypothalamus, vous avez une hormone qui est la CRH. Elle va stimuler l'hypophyse qui va libérer la CTH. Et la CTH, elle va agir sur la corticosurrénale et elle va libérer le cortisol. Est-ce que c'est clair? Donc, toujours, on a trois niveaux. Et justement, ça, c'est important pour la régulation. Donc, vous avez toujours ces trois niveaux. Maintenant, on va voir les différents, c'est-à-dire types de réponses qu'on peut obtenir. Donc, il y a vous avez quatre situations. Vous avez quatre situations. Donc, parfois, vous avez une seule hormone, elle agit sur un seul tissu et on obtient une seule action. Par exemple, vous avez les cellules thyriotropes de l'hypophyse libèrent une hormone qui est la TSH. La TSH, j'ai dit, c'est une hormone hypophysaire. Qu'est-ce qu'elle fait? La TSH, elle ne peut pas agir sur plusieurs organes. Elle agit uniquement sur la glande thyroïde. Son rôle, c'est de stimuler les différentes étapes de synthèse de T3, T4, la libération de ces hormones, etc. Donc, vous avez la TSH, elle est libérée par un seul tissu, donc, qui est l'hypophyse, et elle va agir sur un seul tissu, ou bien sur une seule glande, qui est la glande thyroïde. Est-ce que c'est clair? Ensuite, le deuxième exemple, c'est que vous avez une hormone, elle va agir sur plusieurs tissus. Et automatiquement, vous avez plusieurs actions. Donc, on reste toujours dans l'exemple c'est-à-dire de l'axe thyrotrope. Vous avez la glande thyroïde, elle va libérer la T3 et la T4. D'accord? La T3 et la T4 vont agir sur plusieurs tissus. Elle peut agir sur le cœur, elle peut agir sur le système digestif, elle peut agir sur les os, sur le métabolisme des glucides, le métabolisme des lipides, etc. Donc, par exemple, sur le cœur, elle va accélérer le rythme cardiaque. Sur les os, c'est-à-dire elle entraîne, par exemple, la formation des protéines et l'oxydification des os, on va dire. Elle va agir sur le système nerveux, etc. Donc, elle a plusieurs tissus et automatiquement, vous avez plusieurs actions. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le troisième exemple, c'est que parfois, vous avez un tissu. Ce tissu-là, il est en réalité stimulé par plusieurs hormones. Est-ce que c'est clair? Donc là, on prend par exemple le cartilage. Donc vous avez le cartilage, la croissance. Il y a plusieurs hormones qui agissent sur le. Vous avez les hormones thyroïdiennes, vous avez les hormones gonadotropes, vous avez la testo et l'oestradiol, et vous avez la GH. Est-ce que c'est clair? On prend l'exemple le plus connu, c'est la glycémie. Donc vous avez une seule hormone qui est hypoglycémiante, qui est l'insuline. Par contre, vous avez plusieurs hormones hyperglycémiantes. Vous avez la GH, vous avez donnez-moi des exemples. Le glucagon, cortisol, j'ai dit la GH. Donc vous avez plusieurs hormones qui sont hyperglycémiantes, donc sur le métabolisme glucidique.
vous avez plusieurs hormones qui agissent sur ce métabolisme glucidique, c'est-à-dire en favorisant l'effet hyperglycémiant. Par contre, vous avez une seule hormone hypoglycémiante, c'est l'insuline. Et s'il vous plaît. Et la quatrième situation, c'est que vous avez une hormone, elle peut être synthétisée par un seul type cellulaire, comme elle peut être synthétisée par plusieurs cellules. Donc là, on prend le cas des androgènes. Les androgènes sont synthétisés par la corticosurrénale et par les gonades. Quoique on va dire la partie prépondérante des androgènes est synthétisée par la corticosurrénale. Mais vous avez une partie des androgènes qui sont synthétisés par les testicules et par les ovaires. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va c'est-à-dire aller rapidement. Les fonctions du système endocrinien, donc les principaux rôles du système endocrinien, c'est de maintenir les grandes constantes, c'est-à-dire la pression artérielle, la volémie et l'équilibre hydrominéral. Vous avez également les hormones régulent le métabolisme énergétique, donc le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines sont régulés par des différentes protéines. Vous avez également les hormones contrôlent la croissance et le développement, donc c'est le cas de la GH, etc. Également, donc vous avez un rôle de la reproduction, donc là c'est le cas des hormones sexuelles, donc vous avez l'estradiol, la testostérone, etc. On passe maintenant à la classification des hormones. Pour la classification des hormones, vous avez trois grandes classes, on va dire, des hormones. Vous avez les hormones peptidiques, il y a des hormones qui sont dérivées des acides aminés, et vous avez les hormones lipidiques, c'est-à-dire qui ont une origine lipidique. Pour les hormones peptidiques, donc il y a trois types. Vous avez soit des oligopeptides, soit des polypeptides, soit c'est des glycoprotéines. S'il vous plaît. Donc là, oligopeptide, donc j'ai pris l'exemple de la TRH. Oligopeptide, c'est-à-dire c'est un peptide formé d'un nombre minime d'acides aminés. Donc on peut aller jusqu'à 10 acides aminés à peu près. Donc j'ai pris le cas de la TRH. C'est une hormone qui est hypophysaire. Elle est formée de 3 acides aminés. Ensuite, vous avez les polypeptides, donc le cas le plus connu c'est l'insuline. On a la structure. L'insuline, elle est formée de 51 acides aminés et répartie sur 2 chaînes. Ces 2 chaînes, donc la chaîne A et B, qui sont unies par des ponts disulfures. Est-ce que c'est bon? Ensuite, vous avez le troisième cas, c'est les glycoprotéines. Vous avez la TSH, l'FSH, la LH et la bêta-HCG. Donc là, c'est important de voir la structure de la TSH, de la FSH, la LH, etc. Donc ces différentes hormones glycoprotéines, en réalité, donc c'est des protéines sur lesquelles sont fixés des résidus glucidiques, d'où l'appellation glycoprotéines. Ce qu'il faut retenir, parce que ça c'est très important pour ces glycoprotéines, c'est que toutes ces glycoprotéines ont la même structure, c'est-à-dire sont formées de 2 sous-unités, alpha et bêta. La chaîne alpha, c'est-à-dire après isolation des différentes hormones, ils ont trouvé que la chaîne alpha, elle est commune entre l'FSH, la LH, la TSH et la bêta-HCG, et l'HCG, c'est-à-dire l'hormone chorionique. Donc, les 4 hormones ont la même structure. Donc, vous avez la même structure au niveau de la sous-unité alpha. Par contre, elle diffère entre elles par la sous-unité bêta. Ça, c'est important parce que pour le dosage des différentes hormones, c'est-à-dire les méthodes de dosage on utilise des anticorps monoclonaux qui se dirigent vers la chaîne bêta, qui se dirigent vers la sous-unité bêta. D'accord? Donc, c'est-à-dire ils ont exploité, donc, après isolation des différentes protéines ou bien des différentes hormones, ils ont utilisé des anticorps monoclonaux qui se dirigent spécifiquement vers la sous-unité bêta. On dit la bêta-HCG, qui en réalité c'est l'HCG, mais pour le dosage, c'est-à-dire pour différencier,
on utilise des anticorps monoclonaux qui se dirigent vers la sous-unité bêta. C'est pour ça qu'on l'appelle la bêta-HCG. La bêta-HCG est l'hormone qu'on utilise pour le dépistage de la grossesse. Dépistage et parfois le suivi de la grossesse. Est-ce que c'est clair? Même avec les tests de grossesse, c'est de la bêta-HCG. C'est-à-dire ils mesurent la bêta-HCG. Voilà. Donc là, c'est les différentes protéines ou bien les différentes hormones d'origine peptidique. Maintenant, il y a les hormones qui sont dérivées des acides aminés. Les hormones dérivées des acides aminés, donc vous avez les catécholamines, vous avez la mélatonine plutôt, et vous avez les hormones thyroïdiennes. Donc en réalité, c'est quoi? C'est des acides aminés, c'est-à-dire donc il ne faut pas retenir que toutes les hormones sont des protéines. Il y a des hormones qui sont de nature protéique, mais il y a certaines hormones qui ne sont pas de nature protéique. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez l'adrénaline et la noradrénaline. Donc je ne sais pas si j'ai... Voilà. Vous avez la mélatonine et vous avez les hormones thyroïdiennes. Donc là j'ai pris le cas donc à gauche des catécholamines et à droite vous avez les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes en réalité c'est l'acide aminé avec tyrosine. Il se condense donc pour donner ce qu'on appelle la tyronine. Donc en réalité la T3 et la T4 sont des dérivés d'un acide aminé qui est la tyrosine. Est-ce que c'est clair? La même chose pour l'adrénaline et la noradrénaline. Si vous voyez le métabolisme ou bien la synthèse, ils sont issus de la phénylalanine ou bien de la tyrosine. Est-ce que c'est clair? Donc si vous voyez, c'est-à-dire si vous voyez le métabolisme, elles vont subir une méthylation, une hydroxylation, etc. Ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces hormones ne sont pas de nature protéique, mais sont des dérivés d'acides aminés. Est-ce que c'est clair? Et le troisième type, c'est les hormones dérivées donc des lipides, que ce soit du cholestérol ou bien les dérivés d'acides gras. Donc vous avez les hormones stéroïdes, tout ce qui est cortisol, la vitamine D, vous avez l'aldostérone, etc. Même donc les hormones sexuelles, toutes ces hormones sont issues du cholestérol. Donc ce sont des hormones de nature lipidique. Ce ne sont pas des protéines, ce sont des hormones de nature lipidique. Est-ce que c'est clair? Vous avez également la vitamine A, donc les rétinoïdes qui sont donc issus donc, en réalité d'acides gras. Et la même chose, les écosanoïdes. Les écosanoïdes sont également des hormones issues de la synthèse ou bien de quelques modifications des acides gras polyinsaturés. Est-ce que c'est clair? Donc ce qu'il faut retenir pour ce schéma-là, c'est que chez toutes les hormones sont de nature protéique. Il y a des hormones, c'est vrai, sont de nature protéique. Vous avez soit des oligopeptides, soit des polypeptides, soit des glycoprotéines, c'est-à-dire c'est des protéines qui ont subi une glycosylation. Il y a également les hormones dérivées des acides aminés et il y a des hormones qui sont d'origine lipidique. Donc là, je prends l'exemple de la vitamine D et le cas, par exemple, du cortisol, etc. C'est des hormones stéroïdes. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc là, vous voyez le cortisol, c'est-à-dire c'est la structure du cholestérol. Il va subir une hydroxylation, une méthylation, ajout d'une double liaison, etc. Donc à deux, vous allez les voir dans les étapes de la synthèse du cortisol, etc. Donc là, c'est le premier point, s'il vous plaît. Le premier point de classification, c'est une classification selon la structure ou bien selon la composition chimique. Le deuxième point, c'est une classification selon leur solubilité. Donc il y a des hormones qui sont hydrosolubles, il y a des hormones qui sont liposolubles. Et ça c'est important parce que c'est ce type d'hormone qui va spécifier est-ce que c'est un récepteur extracellulaire ou bien un récepteur intracellulaire. Donc vous avez dans un tableau donc, les hormones peptidiques, les catécholamines sont des molécules hydrosolubles. Par contre, les hormones thyroïdiennes, la mélatonine et les hormones stéroïdes et même l'acide rétinoïque sont des hormones liposolubles. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez
Les hormones peptidiques, ce qu'il faut retenir, les hormones peptidiques sont des hormones hydrosolubles. S'il s'agit d'une hormone hydrosoluble, automatiquement, le récepteur TAHA, il est extracellulaire. S'il s'agit d'une hormone liposoluble, puisqu'elle est liposoluble, donc elle peut traverser la membrane et son récepteur, il est intracellulaire. Donc là, ça dépend des cas. Le récepteur intracellulaire, il peut être soit nucléaire, soit cytosolique. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour les catécholamines, donc je reviens rapidement. Pour les catécholamines, pourquoi les catécholamines sont des molécules hydrosolubles? Parce qu'ils ont un regroupement OH qui est libre. C'est pour ça qu'elles sont considérées comme des hormones, c'est-à-dire hormones hydrosolubles, contrairement aux hormones thyroïdiennes. Les deux dérivent de la tyrosine. Pour les hormones thyroïdiennes, le groupement OH, il va former le pont éther, on va dire. Donc, ce qu'il faut retenir, une hormone hydrosoluble, son récepteur, il est extracellulaire, ou bien on dit récepteur membraneux. Les hormones liposolubles, leurs récepteurs sont intracellulaires. Est-ce que c'est? Maintenant, pour les hormones, généralement peptidiques, ou bien les hormones d'origine hydrosoluble, donc généralement leur poids moléculaire, donc là c'est un petit point, c'est des points de différence entre les hormones liposolubles et les hormones hydrosolubles. Les hormones non stéroïdiennes ou bien les hormones peptidiques plus les catécholamines, généralement leur poids moléculaire dépasse 1000 kilodaltons. Elles sont hydrosolubles, elles peuvent circuler librement, c'est-à-dire, puisque c'est des molécules qui sont hydrosolubles, les hormones hydrosolubles qui gagnent la circulation sanguine n'ont pas besoin de protéines de circulation ou de protéines de transport et restent hors des cellules et leurs récepteurs sont membraneux, c'est-à-dire elles ne peuvent pas entrer dans la cellule. Contrairement aux hormones liposolubles qui sont les hormones stéroïdes, donc leur poids moléculaire il est à peu près de 300 ou moins, donc circulent liés à des protéines puisque c'est des hormones qui ne peuvent pas circuler librement dans la circulation. Elles doivent être associées à des lipides et diffusent dans les cellules. Puisqu'elles sont liposolubles, elles peuvent entrer dans la cellule, c'est-à-dire traverser la membrane, et donc leurs récepteurs sont intracellulaires. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc là c'est un schéma des hormones hydrosolubles et des hormones liposolubles. Les hormones hydrosolubles, donc qu'est-ce que j'ai dit pour les hormones hydrosolubles? Elles sont hydrosolubles, donc premier point, c'est que pour leur circulation, c'est-à-dire elles sont libérées, ou là elles circulent dans la circulation sous forme libre. Elles n'ont pas besoin de protéines de transport. Ça c'est important. Le deuxième point, c'est que vous voyez que leur récepteur, il est extracellulaire ou bien membrane. Donc ensuite, vous avez votre cascade de signalisation et vous aurez l'effet, c'est-à-dire cellule. Contrairement aux hormones, c'est-à-dire liposolubles, les hormones liposolubles, en réalité, leur transport s'effectue donc sous l'action de protéines. Donc il y a des protéines de transport spécifiques de telle ou telle hormone. Donc vous voyez qu'elles diffusent la membrane pour se fixer sur leur récepteur intracellulaire. Donc il y a pour certaines hormones, le récepteur il est cytosolique et pour certaines hormones, le récepteur il est nucléaire. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant au métabolisme des hormones. Donc pour le métabolisme des hormones, donc là je ne voulais pas trop détailler. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une glande, s'il vous plaît, une glande qui libère une hormone. Bien sûr, cette libération, elle s'effectue toujours sous l'effet d'un stimulus. D'accord? Ensuite, vous avez la sécrétion de l'hormone. Cette hormone, elle va être diffusée dans la circulation sanguine. Et s'il s'agit d'une protéine, plutôt d'une hormone liposoluble, elle nécessite une protéine de transport. Est-ce que c'est clair? Donc là, je prends par exemple une hormone thyroïdienne ou le cortisol. Donc elles sont transportées par l'albumine. Donc c'est une protéine de transport qui n'est pas spécifique. Mais il y a d'autres protéines de transport spécifiques pour chaque hormone.
Par exemple, pour la thyroxine, vous avez la thyroxine benzene globuline. C'est une protéine de transport de la thyroxine. Vous avez SEBG, donc sexe benzene protéine. C'est une protéine de transport spécifique des hormones sexuelles. Donc, à chaque fois que vous avez une hormone qui est liposoluble, elle a des protéines de transport spécifiques à elle. Ensuite, elle va se lier au récepteur, donc bien sûr spécifique ou bien exprimé sur la cellule cible, et ensuite vous aurez la réponse. Donc ce qu'il faut aussi parler, c'est que les hormones, après avoir exercé leur effet, elles sont éliminées. Parfois, pour l'élimination, elles sont éliminées telles quelles. Parfois, elles doivent être métabolisées pour être éliminées. Donc là, surtout, c'est pour les hormones liposolubles, par exemple le cortisol, etc. Mais le cortisol libre, il n'est pas éliminé tel qu'il est. Donc, il doit être métabolisé. Donc, il subit une glucuronoconjugaison, une sulfoconjugaison pour les rendre sous forme de molécules hydrosolubles et il sera éliminé. Voilà. Donc maintenant, on va parler rapidement, j'ai déjà parlé, donc transport sanguin et fraction libre. Donc là, vous avez l'albumine. C'est vrai que l'albumine, c'est une protéine de transport qui a une haute capacité. C'est par rapport à la concentration de l'albumine. L'albumine à elle seule, elle représente 60% de nos protéines. Donc c'est pour ça l'albumine, c'est vrai, elle transporte les hormones, elle transporte les médicaments, elle transporte les acides gras, etc. La bilirubine, etc. Donc l'albumine, c'est une protéine de transport, mais qui n'est pas, c'est-à-dire qui manque d'affinité, c'est-à-dire elle manque de spécificité pour telle ou telle hormone. Par contre, il y a des transporteurs spécifiques. Donc vous avez cortisol, benzene, globuline, c'est une protéine de transport spécifique du cortisol. Vous avez la thyroxine, benzene, globuline, c'est une protéine spécifique de la P4. Vous avez la testostérone, benzene, globuline, c'est une protéine spécifique de la testostérone, etc. Donc il existe toujours un équilibre entre la forme liée et la forme libre. Donc là, ce qu'il faut retenir, que la forme liée, c'est une forme de réserve. La forme libre, c'est elle la forme réellement active. C'est-à-dire, c'est elle qui exerce tel ou tel effet. Pour le métabolisme, donc il y a certaines hormones qui subissent donc une dégradation, il y a certaines hormones qui subissent une activation, une inactivation, donc une solubilisation. Donc ça, c'est une forme d'élimination. Donc si on prend par exemple le cortisol, j'ai dit c'est une molécule liposoluble. Pour être éliminée, c'est-à-dire elle a exercé son effet, pour être éliminée de notre organisme, elle doit subir une solubilisation. C'est par la conjugaison. Qui a la bilirubine? C'est exactement la même chose. La bilirubine, c'est une molécule liposoluble. Pour être éliminée de notre organisme, elle doit être solubilisée. Donc elle doit subir une glucuronoconjugaison. Donc c'est la même chose pour être éliminée par le rein. Pour la demi-vie, donc les hormones protéiques et les catécholamines, leur libération, ou bien c'est-à-dire leur demi-vie plutôt, elle est courte. Les hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes, leur demi-vie, elle est longue. Elle prend plusieurs heures à quelques jours. On passe maintenant au délai de transmission du signal. Donc, ce qu'il faut retenir, que certaines hormones entraînent des réponses physiologiques et biochimiques immédiates, d'autres entraînent des effets ou bien des réponses qui prennent quelques heures, voire plusieurs jours. Donc, si on prend le cas de l'adrénaline, j'ai dit c'est un neurotransmetteur, mais aussi c'est une neurohormone. Donc, la sécrétion d'adrénaline qui se fait par la médulle surrénale, son effet, il prend quelques secondes après sa sécrétion. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez par exemple une hypoglycémie, donc l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer l'adrénaline. D'ailleurs, c'est la première hormone qui est libérée par notre organisme pour régler cette hypoglycémie. D'accord? C'est-à-dire pour réguler le taux du glucose dans le sang. Donc, son effet, il est rapide, mais le problème, c'est que l'effet il est rapide,
mais il est de courte durée. C'est un effet qui est bref. Contrairement par exemple aux hormones thyroïdiennes, les oestrogènes ne produisent pas les effets maximum sur les tissus cibles que des heures, voire quelques jours. Donc, les hormones thyroïdiennes, d'ailleurs, si on prend l'exemple de la thyroxine avec le médicament, c'est un analogue de la T4. La thyroxine, c'est un analogue de la T4, c'est-à-dire qu'il me donne la thyroxine, l'effet, il ne sera pas observé qu'après quelques jours. Est-ce que c'est clair? Parce que l'action sur les protéines surtout, on va voir sur le métabolisme des protéines, il prend quelques jours pour avoir tel ou tel effet. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant au mécanisme de régulation des sécrétions hormonales. Donc la régulation, c'est-à-dire je vais bien l'expliquer, s'il vous plaît, je vais bien l'expliquer sur cette partie-là. Ensuite, pour les axes, les différents axes, ils vont passer rapidement, parce que vous avez bien vu la régulation au niveau de cette partie. Donc vous avez la régulation par le système nerveux, vous avez la régulation hormonale, il y a le rythme biologique, c'est une notion qui est très importante pour la sécrétion hormonale, et vous avez également la régulation humorale. Alors ce que je vais détailler la régulation hormonale et je vais détailler les rythmes biologiques. Alors je vais les détailler. Donc la régulation par le système nerveux, c'est-à-dire le système nerveux peut stimuler la sécrétion de tel ou tel hormone. Donc là, c'est-à-dire c'est pas la peine de trop détailler cette partie. On passe rapidement au contrôle hormonal. Comme je vais pas, c'est-à-dire on doit l'expliquer aujourd'hui parce que pour les différents axes, on va passer rapidement. Alors, donc pour la régulation hormonale, on entend toujours parler du rétrocontrôle positif et rétrocontrôle négatif. Donc ce système permet la stabilisation de la sécrétion hormonale. Donc pour cette régulation, vous avez trois axes. Vous avez l'axe hypothalamique, vous avez l'axe hypophysaire et vous avez l'axe périphérique, là l'axe glandulaire. C'est-à-dire que vous avez les glandes périphériques. Donc vous avez l'hypothalamus, il sécrète ce qu'on appelle les neurohormones hypothalamiques hypophysaires. Généralement, elles ont un rôle soit activateur, soit inhibiteur. Ensuite, l'hypothalamus, c'est-à-dire cette hormone libérée par l'hypothalamus, elle va agir sur l'hypophyse et libérer une hormone hypophysaire glandulotrophe, où certains ouvrages utilisent le mot glandulotrope. Donc c'est la même chose. Et cette hormone hypophysaire, elle va agir sur la glande endocrine, donc il va libérer l'hormone glandulaire. Donc là, pour bien comprendre, on va prendre des exemples. Donc on prend l'axe de l'axe thyriotrope. L'axe thyriotrope, donc qu'est-ce que j'ai dit? Pour l'hypothalamus, elle sécrète une hormone, ou bien une libérine, on l'appelle libérine, c'est la TRH. La TRH. Est-ce que c'est clair? La TRH, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une hormone libérée par l'hypothalamus. Elle va agir sur l'hypophyse pour libérer la TSH. Donc l'hormone hypophysaire glandulotrope, c'est la TSH. Ensuite, cette TSH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur la glande endocrine pour libérer les hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. La T4 et la T3, c'est surtout la T4 qui est beaucoup plus thyroïdienne. La T3, ce n'est pas vraiment une hormone thyroïdienne. Voilà. Donc là, vous avez les différents axes de régulation. Donc, imaginez que vous avez une hyposécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez dans la circulation sanguine, c'est-à-dire que vous avez toujours un seuil. Donc, vous avez une T3 et T4 qui sont abaissées. La T3 et la T4 qui est abaissée, elle va entraîner ce qu'on appelle le rétrocontrôle positif. C'est-à-dire, elle va stimuler l'hypothalamus, cette baisse, elle va stimuler l'hypothalamus et elle va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, il va libérer la TSH et l'hypothalamus, il va libérer la TRH. Donc la TRH stimule
l'hypophyse pour libérer la TSH, ou bien vous avez c'est-à-dire elle stimule rapidement l'hypophyse pour libérer la TSH. La TSH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stimule la glande thyroïdienne pour augmenter la T3 et la T4. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez une baisse des hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle le rétro, elle va entraîner le rétrocontrôle positif. Maintenant, dans le cas inverse, où vous avez des hormones thyroïdiennes qui se trouvent en excès dans la circulation sanguine. Donc là, elle va entraîner une inhibition ou bien un freinage de leur propre sécrétion. Donc elle va inhiber l'hypothalamus, elle va inhiber l'hypophyse, et donc elle va empêcher la libération de la TRH, elle va empêcher la libération de la TSH. Est-ce que c'est clair? Donc ça, et elle va en quelque sorte freiner sa propre sécrétion. Donc là, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Est-ce que c'est clair? Ou là, je répète. C'est clair? Clair, oui ou non? Non. Donc je répète, notre schéma, voilà. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez plusieurs systèmes de régulation. Il y a la régulation, on va dire, la régulation par les neurones. Donc j'ai dit, je ne vais pas détailler. Je vais détailler directement la régulation hormone. Donc la T3 et surtout la T4, elles sont libérées par la glande thyroïde. Est-ce que c'est clair? Imaginez que vous avez un taux qui est abaissé de la T3 et de la T4. L'organisme, qu'est-ce qu'il va agir? Ces hormones thyroïdiennes vont stimuler leur propre sécrétion. Donc elles vont agir sur l'hypothalamus et elles vont agir sur l'hypophyse. L'hypothalamus, qu'est-ce qu'il fait? Il libère de la TRH. L'hypophyse, qu'est-ce qu'il fait? Il libère de la TSH. Donc la TSH, elle est augmentée par la T4 et elle est augmentée par la TRH. Est-ce que c'est clair? Et donc, vous avez une propre stimulation de la libération des hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est le rétrocontrôle positif. Maintenant, dans le cas inverse, lorsque vous avez un excès d'hormones thyroïdiennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont stopper leur propre synthèse ou leur propre sécrétion en agissant sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. Donc ça, on l'appelle rétrocontrôle négatif. C'est la même chose pour le cortisol. Le cortisol, donc vous avez trois axes. L'axe hypothalamique, c'est la CRH, ou bien la corticolibérée. Ensuite, vous avez au niveau hypophysaire, vous avez la CTH. Et au niveau de la glande, vous avez le cortisol. Si vous avez un cortisol qui est abaissé, un rétrocontrôle positif, c'est-à-dire elle va stimuler l'hypothalamus et l'hypophyse pour libérer cette hormone qui est le cortisol. À l'inverse, si vous avez, donc, par exemple, dans le syndrome de Cushing, par exemple, vous avez un excès de cortisol, au début, le système de régulation, donc qu'est-ce qu'ils font? Donc il va inhiber ou bien freiner l'hypothalamus et l'hypophyse. Est-ce que c'est clair? Il y a également le contrôle humoral. Le contrôle humoral, donc là vous avez plusieurs variables, on va dire, qui vont stimuler la libération de telle ou telle hormone. Donc là, par exemple, vous avez la concentration plasmatique du glucose. Donc vous avez une panoplie d'hormones qui agissent ou bien sur la régulation de cette variable, on va dire. Donc vous avez l'insuline comme hormone hypoglycémiante et vous avez comme hormone hyperglycémiante, vous avez le glucagon, le cortisol, les catécholamides et vous avez la GH. La même chose, vous avez par exemple une concentration plasmatique du potassium qui est par exemple augmentée ou abaissée. Donc là, généralement, vous avez la libération de l'aldostérone qui va, c'est-à-dire agir
au niveau du tube contourné, c'est-à-dire du tube contourné proximal, plutôt contourné distal, et elle va libérer ou bien réabsorber le potassium. La même chose pour le calcium par exemple. Vous avez l'hypercalcémie ou l'hypocalcémie, elle stimule la parathormone, la vitamine D et la calcitonine. Et donc là, si on prend l'exemple, donc vous voyez que la calcémie, c'est une variable, mais qui stimule plusieurs hormones avec plusieurs origines. La PTH, elle est synthétisée par la glande parathyroïde, la calcitonine par la glande thyroïde et la vitamine D. La synthèse, c'est au niveau de la peau, le rein et le foie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes de synthèse de la vitamine D. Maintenant, on passe au rythme biologique. Ça, c'est important aussi. Donc, on entend parler. C'est très important pour les cliniciens et c'est très important pour les biologistes aussi. Alors, le rythme biologique, la sécrétion hormonale, elle n'est pas uniforme. Elle suit un certain rythme, c'est-à-dire qu'il y a certains hormones qui suivent un certain rythme de libération. Donc, il y a des hormones, donc sur une périodicité de 24 heures, il y a des hormones qui subissent le rythme circadien, il y a des hormones qui subissent ce qu'on appelle le rythme nictéméral. Le rythme circadien, donc ils sont influencés, c'est-à-dire leur libération est influencée par le rythme éveil-sommeil. Éveil-sommeil. Je vais parler de la GH, ça c'est très important surtout pour les enfants. Et vous avez le rythme nictéméral par influence du cycle lumière en obscurité, c'est-à-dire jour et nuit. Donc je vais prendre l'exemple du cortisol et de l'ACTH. Donc j'ai dit pour le rythme nictéméral, donc là sur une durée de 24 heures. Donc, essayez de voir le rythme de libération du cortisol. Le cortisol, c'est-à-dire il est produit tout au long de la journée, mais son pic de libération, il est vers 8 heures. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par le rythme lumière-obscurité. D'accord? Donc, vous aurez un pic dès là, c'est-à-dire vous avez le lever du soleil, vous aurez un pic de libération de la CTH et du cortisol. Est-ce que c'est clair? Madame, et à ce moment-là, on fait le dosage du cortisol. Voilà, ça c'est très important. Alors, la cortisolémie à 8 heures, il faut respecter, c'est-à-dire cet horaire-là, il y a certains paramètres qui ne suivent pas le rythme plutôt nictéméral. Donc, de le doser à 8 heures, à 10 heures, à 16 heures, ce n'est pas important. Par contre, le cortisol, d'où l'intérêt de doser ce paramètre-là à 8 heures. Et même les normes qui sont établies par rapport à ce pic de libération. Donc, une cortisolémie à 11 heures, ou par exemple à 13 heures ou à 16 heures, sauf qu'il y a d'autres indications de doser le cortisol à 16 heures, par exemple. Vous allez la voir dans l'axe corticotrope. Mais pour explorer normalement l'axe corticotrope, l'idéal c'est de doser le cortisol à 8 heures. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est le rythme, ce qu'on appelle le rythme nictéméral. Le rythme nictéméral, c'est-à-dire il est influencé par lumière et l'obscurité. Donc là, essayez de voir, le pic qui est à gauche, c'est le pic donc, de libération du cortisol sur plusieurs jours. Donc, essayez de voir. Ce qui est en jaune, c'est la lumière. Ce qui est en noir, c'est l'obscurité. Donc, vous voyez que dès le lever de soleil, donc vous avez un pic du cortisol. Ensuite, il y a une libération tout au long de la journée avec une baisse vers la nuit. Il y a on va dire un arrêt carrément de libération du cortisol. Hop, après, c'est-à-dire le deuxième jour, vous aurez le pic, c'est-à-dire il y a une petite libération, mais le pic, il est dès le lever de soleil. Est-ce que c'est clair?
Donc la même chose sur plusieurs jours. Et c'est la même chose pour la CTH. Donc la CTH aussi, il faut la doser à 8 heures, c'est-à-dire à la limite 9 heures, 10 heures, mais 8 heures ou bien 10 heures. À la limite, j'ai dit 10 heures. Maintenant, est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle le rythme nictéméral. C'est-à-dire il est influencé par la lumière et l'obscurité. Et bien sûr, c'est-à-dire dans certains pays qui manquent de soleil, surtout les pays scandinaves, ce rythme, donc il peut changer d'un pays à un autre, selon le rythme, on va dire, lumière-soleil, lumière-obscurité de tel pays ou de tel pays. Maintenant, le deuxième exemple, je vais prendre la GH, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, il est influencé par le rythme éveil-sommeil. C'est-à-dire la personne, si elle a dormi ou bien elle est éveillée. Donc là, c'est le cas de la GH. Donc essayez de voir le pic, s'il vous plaît. Donc vous avez la libération. Donc pourquoi vous avez ces petits pics? Parce que leurs libérations sont des pulsations. C'est-à-dire c'est des libérations par pulsation. C'est pour ça que vous trouvez ces petits pics. La même chose pour la CTH et le cortisol. Donc en réalité, on obtient cette courbe, mais les libérations sont des petites pulsations. Donc je reviens à la GH qui est influencée par le rythme éveil-sommeil et non pas par le rythme obscurité-lumière. Donc vous voyez donc une petite libération de la GH. D'accord? Une fois la personne dort, il y a un pic de la GH. Ensuite, donc là vous voyez, donc c'est pas clair, mais ce qui est écrit, donc je vais pas parler du deuxième, je vais parler de celui qui est en rose. Donc là c'est le daytime sleep, c'est-à-dire une sieste. Dès que la personne fait une petite sieste, vous avez un autre pic. Les enfants, plus il dort, plus il grandira. C'est-à-dire, effectivement, plus l'enfant dort, plus il fait de siestes, c'est-à-dire des siestes. Normalement, un enfant de bas âge, il doit faire une ou plusieurs siestes par jour. C'est-à-dire, plus il dort, plus le pic de la GH, plus vous avez une libération accrue de la GH. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour c'est-à-dire le troisième, ou bien la troisième bande, donc là, c'est le cas, par exemple, d'un sujet qui est insomniaque. Donc, un sujet insomniaque, là, qui ne dort pas, vous voyez, donc le petit... Essayez de voir, donc, là, c'est pas... S'il vous plaît, pour les gens qui ne dorment pas ou là, qui ne font pas de sieste, qui ne dorment pas même la nuit, donc essayez de voir s'il vous plaît la baisse carrément de libération de la GH. Est-ce que c'est clair? Donc la GH, donc ce qu'il faut retenir, donc vous allez entendre toujours, s'il vous plaît, vous allez entendre toujours parler du rythme circadien et le rythme nictéméral. Le rythme nictéméral, c'est obscurité-lumière. Le rythme circadien, c'est sommeil-éveil. Est-ce que c'est clair? Voilà. S'il vous plaît, on va parler un petit peu de quelques particularités. C'est que, bon, les neurohormones sont libérées selon deux modes. Il y a des modes toniques et intenses. Par exemple, l'ADH, je prends l'exemple de l'ADH, c'est-à-dire elle est libérée de façon, c'est-à-dire dès qu'il y a un stimulus, elle sera libérée de façon intense. Il y a d'autres hormones, comme je vous ai montré, la CTH, etc., la GH, sont libérées selon un mode pulsatif. C'est-à-dire qu'il y a une libération sur une périodicité de 24 heures, mais c'est des petites pulsations. Est-ce que c'est clair? Ce qui fait le pic qu'on obtient à 8 heures, en réalité, c'est-à-dire c'est des petites libérations, voilà, tout au long de la nuit, mais vous avez le pic vers 8 heures. Est-ce que c'est clair? Maintenant,
il y a des particularités, c'est qu'il y a certains hormones qui sont sécrétées c'est-à-dire des cycles. Par exemple, le cycle menstruel. Durant le cycle menstruel, vous avez la libération des oestrogènes, de la progestérone, etc. Donc, vous avez quelques jours de ce cycle où vous avez un pic de libération de telle ou telle hormone. Et vous avez également la bêta-HCG, ou l'HCG, c'est une hormone chez une femme non gestante, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de grossesse. Cette femme, l'HCG, l'hormone TAHA, elle est très faible. Il y a une petite partie. Dès que vous avez une grossesse, le taux, il va augmenter du jour au lendemain. Est-ce que c'est clair? On fait une petite pause et on termine la deuxième.